Bonjour, aujourd'hui, vendredi 5 juin 2026, il est 15h30 heure Montréal, New York. 25 milliards de dollars, c'est la somme que réclame l'Iran. Pas une aide, pas un prêt, son propre argent gelé depuis des années dans les banques étrangères. Washington veut parler nucléaire. Téhéran répond économie, souveraineté, architecture régionale. Deux mondes négocient sans parler la même langue. Et dans cette cacophonie diplomatique, une vérité émerge. Le vrai enjeu n'est peut-être pas l'atome. En fait, les médias de la région, les médias arabes, suivent de près les derniers développements des négociations irano-américaines. Kazem Ghalibabdi, le vice-ministre iranien des Affaires étrangères, a révélé que Téhéran examine toujours la version finale du mémorandum d'attente proposé par Washington. Selon cette déclaration, aucun texte ne sera considéré comme définitif tant que les intérêts iraniens plutôt, ne sont pas pleinement pris en compte. Les négociateurs iraniens auraient réalisé des progrès significatifs dans la rédaction du texte depuis, mais le processus de révision se poursuit. Téhéran surveille simultanément le comportement américain et israélien sur le terrain comme sur la scène diplomatique. Le ministre des Affaires étrangères a été explicite sur ce point crucial. Toute escalade israélienne majeure, comme une frappe sur Beyrouth, aurait suffi à faire échouer les pourparlers. L'arrêt complet du processus de négociation était sur la table. Cette déclaration révèle la fragilité de l'édifice diplomatique en construction. Parallèlement, l'Agence internationale de l'énergie atomique a publié une déclaration importante. L'agence affirme ne plus pouvoir vérifier l'arrêt de l'enrichissement de l'uranium en Iran. Elle ne peut pas non plus confirmer l'absence du retraitement. L'Iran reste le seul pays non nucléaire à avoir accumulé de l'uranium enrichi à 60%. Les attaques militaires récentes ont créé une situation sans précédent dans la surveillance du programme nucléaire iranien. Téhéran n'a autorisé l'accès à aucune installation nucléaire, sauf la centrale de Bouchehr. Euh, les questions en suspens concernent des sites et des matériaux non déclarés demeurent sans réponse. Du côté américain, Trump a multiplié les signaux contradictoires, comme d'habitude. Il a exprimé son souhait de rencontrer l'Ayatollah Khamenei. Il a qualifié cette rencontre potentielle d'honneur. Dans le même temps, il a affirmé que les États-Unis n'ont pas besoin d'un accord pour accéder à l'uranium enrichi iranien. Une menace à peine voilée. Trump a également confirmé avoir qualifié Netanyahou de fou furieux. Ces propos ont été tenus d'un podcast de New York Post cette semaine. Donc, si on revient sur le contexte pour comprendre un peu les négociations actuelles, il faut remonter à deux moments charnières. Le premier est l'accord de Vienne de 2015, connu sous le nom de JCPOA. Cet accord historique limitait le programme nucléaire iranien en échange d'une levée partielle des sanctions. L'Iran acceptait de réduire ses centrifugeuses et son stock d'uranium enrichi. Les inspecteurs de l'agence obtenaient un accès étendu aux installations iraniennes. En contrepartie, Téhéran retrouverait l'accès aux marchés financiers internationaux. 10 milliards de dollars avoir été gelés, progressivement vont être libérés. L'économie iranienne respirait, mais ce fragile équilibre s'est effondré en 2018 quand Donald Trump, lors de son premier mandat, s'est retiré unilatéralement les États-Unis de l'accord. Donc, il a réimposé des sanctions maximales contre l'Iran. Cette stratégie de pression maximale visait à forcer Téhéran à négocier un nouvel accord, plus contraignant, bien sûr. Le résultat fut exactement l'inverse. L'Iran a progressivement abandonné ses engagements. Le pays a relancé l'enrichissement d'uranium à des niveaux inédits. De 5% avant l'accord, le taux est passé à 20%, puis 60%.
Le seuil de 90% nécessaire pour une arme nucléaire n'a jamais été aussi proche. Donc 7 ans de diplomatie réduit à néant. Le second moment, clé de la guerre de Gaza, débuté en octobre 2023. Ce conflit a redistribué les cartes régionales. L'axe de la résistance, cette alliance informelle qui réunit l'Iran, Hezbollah et les Houthis, et diverses milices autres irakiennes et syriennes s'est retrouvé en première ligne. Le Hezbollah a ouvert un front au sud du Liban. Les Houthis ont perturbé la navigation en mer Rouge. L'Iran a orchestré un peu une coordination sans précédent entre ces différents acteurs. Washington s'est retrouvé face à un dilemme. Continuer la pression maximale, puis qui va risquer d'embraser toute la région. Négocier impliquait de reconnaître le poids régional iranien. L'administration Trump a choisi une voie médiane, reprendre le dialogue tout en maintenant la menace militaire. C'est dans ce contexte que les pourparlers actuels ont débuté. Mais Téhéran arrive à la table avec une posture différente de 2015. L'Iran ne négocie pas en position de faiblesse économique. Le pays a développé des mécanismes de contournement des sanctions. Il a renforcé ses alliances régionales. Son programme nucléaire a atteint un stade avancé, très avancé. Donc, le rapport de force est rééquilibré. Donc, si on part dans l'analyse de ce qui se passe, du côté des médias de la région arabe et du Moyen-Orient, notamment par exemple Al Jazeera ou autre, les analystes proches de l'axe de la résistance détaillent 5 conditions iraniennes structurelles. Ces exigences dessinent une vision globale que les médias occidentaux fragmentent ou ignorent. Première condition, l'arrêt de la guerre sur tous les fronts. L'Iran refuse catégoriquement la logique de séparation des dossiers. Téhéran lie explicitement le Liban, Gaza aux négociations nucléaires. Cette position est fondamentale. Elle signifie que tout accord devrait inclure des garanties sur la sécurité de Hezbollah et un cessez-le-feu continu à Gaza. Mais Washington, de son côté, préfère compartimenter, donc traiter le nucléaire à part, puis le séparer des autres questions régionales. L'Iran, à ça, a dit non. Deuxième condition, le lever du blocus maritime et la garantie de la liberté de navigation. L'Iran exige que les États-Unis lèvent le blocus maritime imposé contre lui. Mais le dossier du détroit d'Ormuz va plus loin. Le ministre iranien Abbas Araghchi a évoqué une question partagée du détroit avec le sultanat de Oman. Washington a rejeté cette proposition. Pour les États-Unis, le détroit d'Ormuz doit rester sous contrôle international. Ça veut dire américain, entre deux guillemets. Pour l'Iran, le détroit révèle de sa souveraineté territoriale plutôt. 31% du pétrole, comme on le sait, le pétrole mondial transite par ce goulet d'étranglement. L'enjeu dépasse largement le cadre bilatéral. Ça, c'est la deuxième condition. La troisième condition, c'est la libération des avoirs iraniens. Donc, ce qui a été gelé, Téhéran insiste sur un point sémantique crucial. Ces fonds ne sont pas des aides occidentales, ce sont des avoirs iraniens illégalement confisqués. Donc, l'Iran réclame la libération immédiate de 50% des fonds dès la signature d'un mémorandum d'entente. Le reste devrait suivre dans un délai d'1 à 2 mois. Le montant en jeu pour ce round de négociation atteint 25 milliards de dollars. Donc, une injection massive qui soulagerait considérablement l'économie iranienne. Quatrième condition, des réparations de guerre. L'Iran exige l'inclusion du principe de compensation pour les dommages subis.
Les sanctions ont dévasté l'économie iranienne pendant des années. Donc, Téhéran veut que ce préjudice soit reconnu et chiffré. La valeur exacte et les modalités de paiement pourraient être discutées dans des négociations ultérieures. Donc, l'Iran propose un délai de 60 jours pour traiter plutôt les aspects techniques et financiers. Cette demande est politiquement explosive pour Washington. Reconnaître des réparations équivaudrait à admettre que les sanctions étaient illégitimes. Cinquième condition, la levée totale des sanctions américaines contre l'Iran. Donc, Téhéran exige l'élimination complète des sanctions, qu'elles soient primaires ou secondaires. Les sanctions primaires visent directement, par exemple, les identités iraniennes. Les sanctions secondaires punissent les entreprises étrangères qui commercent avec l'Iran. Ces dernières sont particulièrement vraiment dévastatrices. Donc, ce qu'ils font, c'est qu'ils isolent l'Iran du système financier mondial. Même l'Union européenne, théoriquement favorable à l'accord de 2005, n'a pas réussi à contourner ces sanctions secondaires. Donc, l'Iran considère leur levée comme un prérequis non négociable à tout accord durable. Face à ces 5 conditions, l'administration Trump envoie des signaux ambivalents. D'un côté, Trump exprime sa volonté de rencontrer Khamenei, puis il se dit prêt à un accord rapide dans ce sens. De l'autre côté, il menace d'obtenir l'uranium iranien par la force si nécessaire. Il évoque l'envoi de forces spéciales tout en craignant un scénario de Jimmy Carter. Cette référence à la crise des otages de 1979 est révélatrice. Trump veut un succès diplomatique, pas un enlisement. Donc le temps joue contre lui. Chaque mois sans accord permet à l'Iran de continuer plutôt son enrichissement d'uranium. Donc on va maintenant analyser quelques angles morts. Donc comment qu'est-il dans la couverture médiatique internationale de ces négociations, ce qui a été discuté, analysé, mais de façon un peu superficielle ou latente. Ce qu'on voit, il y a 3 dimensions. Puis ça, c'est des angles que les médias arabes de la région explorent. Donc, premièrement, il y a la centralité du dossier libanais. Donc, les médias français, par exemple, présentent les négociations comme purement nucléaires. Or, les déclarations iraniennes sont explicites. Toute escalade iranienne majeure au Liban aurait fait capoter les pourparlers. Donc, le Hezbollah n'est pas un dossier périphérique. Il est au cœur de l'architecture sécuritaire iranienne. Téhéran ne signera aucun accord qui exposerait son allié libanais. Cette réalité est absente du débat international médiatique. Deuxièmement, la question des avoirs gelés. Les médias occidentaux parlent de sanctions comme l'un des outils de pression. Les médias arabes et iraniens présentent ces mêmes sanctions comme un vol organisé. 25 milliards de dollars appartenant à l'État iranien, bloqués dans des banques étrangères. Cette lecture juridique alternative n'apparaît pratiquement jamais dans les analyses internationales. Elle est pourtant centrale dans la perception iranienne et arabe de la négociation. Troisième angle qu'on peut citer, c'est le rôle du détroit d'Ormuz comme monnaie d'échange. Les médias n'évoquent pas actuellement ce point comme un angle de menace iranienne sur le commerce international. Par contre, les médias arabes présentent une autre lecture. L'Iran propose une congestion du détroit, une forme de souveraineté partagée qui reconnaîtrait peut-être le rôle iranien dans la sécurité régionale. Cette proposition a été rejetée par Washington, mais elle révèle une vision iranienne qui dépasse la simple obstruction. Téhéran veut être reconnu comme puissance régionale légitime, pas comme un État voyou à contenir. Enfin, les médias proches de l'axe de la résistance, comme Al-Mayadeen, insistent sur un point. Ces négociations ne concernent pas seulement l'Iran, elles redessinent l'ordre régional.
effectivement. Un accord incluant des garanties pour le Liban et une reconnaissance du rôle iranien dans le Golfe modifierait fondamentalement l'équilibre des pouvoirs au Moyen-Orient. Donc cette dimension structurelle est systématiquement absente des analyses qu'on a pu voir jusqu'à maintenant, mais focalisée beaucoup plus sur le prisme nucléaire seulement. Donc, en conclusion, en conclusion, les négociations irano-américaines révèlent d'un fossé profond. Ce qu'on peut voir de près que Washington veut un accord nucléaire rapide et compartimenté. Téhéran exige une refonte complète de sa relation avec l'Occident. Entre les deux, des milliards de dollars gelés, un droit stratégique et des alliés régionaux que l'Iran refuse d'abandonner. La question qui se pose est la suivante. Les États-Unis peuvent-ils accepter de négocier avec l'Iran en tant que puissance régionale légitime et non plus comme un État paria désarmé? La réponse à cette question va déterminer non seulement l'avenir du dossier nucléaire, mais aussi l'architecture sécuritaire de tout le Moyen-Orient pour les décennies qui vont venir. Je vous pose la question aussi, qu'en pensez-vous? Est-ce que l'Iran obtiendra-t-il peut-être la reconnaissance régionale qu'il réclame, ou Washington va maintenir sa stratégie de containment? Donc, je vous laisse y penser. Puis, si ce décryptage vous a éclairé, vous a donné une idée, abonnez-vous à Voix Interdite. Puis, à bientôt, à la prochaine. Merci.